garantir tout traité qui serait signé bien sûr entre la Russie et l'Ukraine, eh bien tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait des troupes militaires. Même si personne n'est aujourd'hui d'accord sur combien de troupes, où exactement seraient postées ces troupes, et puis pourquoi faire exactement. Depuis longtemps, la question d'une Europe de la défense est posée. Elle est posée d'ailleurs par Emmanuel Macron, par la France, depuis longtemps. Mais depuis peu, les Ukrainiens lancent une idée assez originale, qui serait la suivante. Et si leurs forces armées, mesdames et messieurs, c'est-à-dire les forces armées de l'Ukraine, devenaient le socle d'une armée européenne unique? C'est donc qui en parle? Eh bien, le Premier ministre ukrainien, monsieur Shmyhal, dit la chose suivante. Je vous le lis. En rejoignant l'Union européenne, l'Ukraine et ses forces armées pourrait devenir l'épine dorsale d'une armée européenne unifiée dont on parle sur le continent depuis des décennies. Et il va même plus loin en disant, aguerri, l'armée ukrainienne pourrait devenir une alternative à l'armée américaine. Sachant, attendez, parce que ça va loin. Premier ministre. Oui, et ça a été corroboré. Le président ukrainien, voilà. Globalement la même chose. Quand il a dit? Aujourd'hui. À Munich, bien sûr, aujourd'hui, voilà. Vers 10h du matin, écoutez. Ces 3 ans de guerre ont prouvé que l'Europe a déjà les bases pour créer une force armée européenne. Et maintenant, nous devons construire cette armée commune, afin que l'avenir de l'Europe en Europe. Bon, attendez, ça a l'air de rien comme ça, mais Aurélien Duchesne, oui, c'est très intéressant. Est-ce que c'est une solution politiquement envisageable? Comment les Européens vont-ils réagir à cela? Parce que ça voudrait dire quand même, enfin là on a l'impression, les Ukrainiens le disent très diplomatiquement, mais qu'ils se considèrent tout à fait légitimes et puissants, et que leur armée pourrait être dirigée, être le socle de cette armée européenne. Alors, sur l'aspect politique, c'est ce qu'on appellerait un moment hamiltonien. Hamiltonien pourquoi? Parce que quand on se fédéralise, quand des États commencent à se mettre en commun jusqu'à avoir une politique unique, eh bien, on a eu un moment hamiltonien il y a 5 ans, quand, pour faire face au Covid, on a emprunté en commun. On a fait de la dette commune pour un plan de relance européen, ce qui était inimaginable. Pourrait se poser la question d'une armée européenne commune, effectivement. On en parlait dans les années 50, et c'est la France qui a fait échouer, en 54, l'idée d'une communauté européenne de défense. Mais on est passé près d'avoir une armée commune. Si on en revient à la légitimité et la plausibilité pour l'Ukraine d'en être le cœur, quand on regarde aujourd'hui l'armée européenne qui a le plus de systèmes d'armes européens, qui a le plus de d'entraînement, d'expérience, voilà. C'est évidemment les Ukrainiens. Et au fond, sans doute, l'armée la plus européanisée depuis la grande armée qui avait envahi la Russie d'ailleurs, comme toi, sous Napoléon. Et là, au fond, l'armée ukrainienne pourrait être ce moment hamiltonien pour une future Europe militaire. On aimerait. Qu'est-ce que vous en pensez, général Richoux? Alors moi, je vais vous poser une seule question. Qui commande? À nous. Ah, c'est vous nous posez une question. Bon, allez-y. Qui commande? Qui commanderait? Qui commande? Ah bah je peux même répondre à ça. Qui donne l'ordre? Aurélien. Alors, les traités aujourd'hui ne le permettent pas. Si. Les traités sont c'est une exclusivité, la souveraineté des États membres. Le traité de Maastricht prévoit un pilier militaire qui est un truc malingre. Et je rappelle quand même que à l'état-major de l'Union européenne, il n'y a même pas un chef d'état-major, il n'y a pas un commandant, il y a un directeur. Et il a 100 hommes sous ses ordres. Quand vous voyez, par exemple, chez nous, l'état-major des armées, rien que le chef d'état-major des armées en France, il en a 8 ou 9. Donc vous dites c'est impossible. Alors, oui. L'Europe n'est pas faite pour. Écoutez, ensuite, si on veut faire l'unité européenne, on n'a absolument pas besoin déjà de l'Ukraine. Quelle est sa bon on en a 27 des pays, des armées. Le problème, c'est pas de s'agglomérer autour de l'Ukraine, c'est de savoir quel est le problème. Parce que l'Union européenne a été fondée sur le pilier économique. Et on n'a pas du tout... moi j'ai été attaché de défense, on n'a pas du tout la même vision de ce qu'est le futur de l'Europe. Là, on est en train de projeter la vision française de puissance. Non, moi je ne crois pas que les Ukrainiens projettent la vision française. Là, je pense qu'ils projettent la vision ukrainienne. Et bien sûr. Leur vision de puissance de l'Europe. Oui, leur vision. Et ils se voient au centre. Mais je veux dire, si ça s'agglomérera, si demain ça s'agglomérera, vous n'y croyez pas. S'agglomérera certainement pas autour de leur militaire. Alors, moi j'y crois. Renaud Girard et ensuite Aurélien Duchesne. Moi j'y crois évidemment absolument pas. Il pourrait... Mais est-ce que vous comprenez ces velléités? Tout à fait, mais c'est vrai que c'est une armée aguerrie et importante. Indéniablement. Indéniablement, mais ils partagent, si vous voulez, leur peur ou leur haine
peu de pays. Avec la Finlande, parce que la Finlande a été attaquée par la Russie en 1939, on s'en souvient. Finlande, oui. Avec les pays baltes. Le NKVD russe ou soviétique a commis le massacre de Katyn en début 40 et s'est entendu avec l'Allemagne nazie sur le dos. Mais à part ça, le français moyen, il faut le dire quand même, le pays qui a sauvé Paris en 74, c'est le pays qui a fait Normandie-Niemen, l'alliance contre l'Allemagne nazie. Oui. C'est le pays qui a détruit le plus de divisions hitlériennes. Donc les Français, jamais, le peuple français, jamais n'acceptera d'être dans une armée. On entend votre point de vue, bien évidemment. Les Ukrainiens. Aurélien Duchesne et puis Ludmila. Alors sur le dernier aspect d'ailleurs, les sondages, plusieurs sondages depuis 2017 montrent que les Français, comme la totalité des pays de l'Europe, seraient pour une armée. Alors la question, c'est l'armée européenne. On dit jamais de fusionner toutes les armées. Mais un dernier sondage de début 2024 montre que les Européens soutiendraient une armée européenne. Et alors sur la faisabilité pour justement, alors par exemple sur le traité de Maastricht, par exemple, l'article 42 alinéa 2 dit qu'on va avoir une politique de défense commune. La PSDC, évidemment, là je suis d'accord, mais par exemple, sans entrer dans le détail de la chaîne de commandement, dans le qui fait quoi, on a effectivement un état-major de l'Union européenne qui lui-même obéit à une réunion des chefs d'état-major des 27 pays de l'Union européenne. Évidemment, tout ça, pour l'instant, est largement une coquille vide. Un dernier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, depuis que l'Union européenne a créé un fonds européen de défense, ce fonds, c'est 8 milliards d'euros. 42 machins cités par notre ami Duchesne. Eh qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une guerre menée par les Américains en Irak, d'invasion de l'Irak, et la moitié des Européens ont été d'un côté, et l'autre moitié de l'autre. côté. Donc en fait, alinéa ou pas alinéa 42, machin, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça n'existe pas. C'est des rêves. Aurélien Duchesne, terminé. Je voudrais entendre Ludmila. Oui, on a aussi dit, par exemple, que jamais donc l'Europe ne ferait, par exemple, et donc le traité dont je parle aussi, mais pour terminer là-dessus, je parle que même les Polonais, par exemple, Ce sujet vous met tous dans un état. Alors, voilà, mais quand même les Polonais, par exemple, dans les années 2000, Jarosław Kaczynski, qui est quand même un bon nationaliste, parlait d'une armée européenne. Et pour moi, vers les positions françaises, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 3 ans. Il faut écouter ce que disent nos... Admettons une armée européenne qui se substituerait à une armée américaine, à la présence américaine sur le sol européen. Est-ce que vraiment c'est une idée si délirante que ça? Parce qu'en effet, Anne l'a dit, c'est 65 000 soldats, ça coûte cher. En ce moment, on est dans une velléité de faire des économies côté américain. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être une bonne solution pour tout le monde? Ça éviterait une tutelle, ça éviterait des dépenses, plein de choses. Déjà, est-ce que 500 millions d'Européens ont besoin de 300 millions d'Américains pour se défendre contre 140 millions de Russes, premièrement? Ensuite, effectivement, quand on parle de la faisabilité, imaginons, même si je n'y crois pas, un retrait total des Américains de tout le continent européen. Il y a des choses qu'on devrait combler en urgence, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir, par exemple, sur le papier, les hommes, les chars, les avions, les canons, mais on aurait, par exemple, très peu de moyens de projeter des forces à l'autre bout de l'Europe. Vous dites philosophiquement, pourquoi pas, mais c'est pas très réaliste, en fait. Ça peut être réaliste si on avance sur des sujets... qui peut faire être triviaux, mais un seul, par exemple, je rappelle qu'il n'y a pas de Schengen militaire en Europe. Nos chars Leclerc, pour aller en Roumanie, n'ont pas eu le droit de traverser l'Allemagne pour des questions d'inadaptation des infrastructures et de questions de normes. Alors avant de parler d'armée européenne, on peut commencer crescendo par ce genre de choses. Bon, Général Richoux, dans son plan pour la victoire, donc qui date d'avant Noël, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait proposé déjà de remplacer une partie de la présence militaire américaine en Europe par des forces ukrainienne, dans le cas où l'Ukraine appartiendra à l'OTAN. Ils seront chez eux. Donc à ce moment-là, on appartiendra au même bloc. Mais quel est l'intérêt pour les Ukrainiens qui sont face aux Russes d'aller mettre des troupes à la place, par exemple, les Français vont des Allemands. Je finis, s'il vous plaît. À la place des Allemands, par exemple, à Baumholder en Allemagne. Mais il n'y en a absolument aucune. Et si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ils feront partie du bloc de l'OTAN. Si l'Ukraine ne rentre que dans l'UE, eh bien, ils feront partie de la discussion de la construction européenne telle qu'on la voit. Mais en aucun cas, ça ne peut être l'Ukraine aujourd'hui. Bon, ne vous inquiétez pas, Général Richoux, ça ne va pas arriver demain. Je ne crois pas que l'armée française va apprécier l'idée même de se mêler à l'armée ukrainienne.
l'armée française... Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Non, mais il faudrait demander... Ils viennent d'avoir une expérience assez étrange avec les Ukrainiens, parce que l'armée française a formé... Oui, un bataillon. Un bataillon ukrainien et... qui a été critiqué. Il y a eu énormément de désertion. Anne de Kiev, c'est ça, vous faites référence à Anne de Kiev. Alors c'est une réalité, elle est malheureuse, on peut l'expliquer, etc. Mais c'est quand même une réalité. Donc je ne crois pas aujourd'hui que le chef d'état-major de l'armée française imaginerait une seule seconde se mettre sous un commandement ou même dans un commandement uni avec les Ukrainiens. Non. Ludmila. Je ne pense pas qu'on peut juger cette expérience d'être représentatif. Juste une brigade, c'est pas représentatif. Et en fait, l'armée française, justement, n'a pas combattu à côté des Ukrainiens. Mais là, je pense que c'est quand même assez important pourquoi Zelensky propose quelque chose pareil. Oui. C'est que Poutine, dans sa vision avec Trump de diviser un peu les centres d'influence, exigerait de Trump qu'il retire les stationnements de troupes américains dans les pays de l'Europe centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura les pays les plus vulnérables. Le moment où les Trump ou les États-Unis sont plus là, ils vont se retrouver seuls face à face à Poutine. Et d'après ce que je comprends, ce qui était dit sur ce plateau, la France va pas bouger même un doigt pour y aller. Parce que, c'est pas chez nous, ça sera occupé ailleurs. D'où l'interopérabilité déjà entre les brigades ukrainiennes, polonaises, roumaines ou autres, ou bien celui de pays baltes, ça c'est pas du tout une idée complètement frivole. Mais ça serait pas européen. Ça serait une décision bilatérale, trilatérale, mais ça ne serait pas une décision européenne. Absolument. Quant à la Roumanie, quand on a vu le dernier vote en Roumanie, on peut avoir quelques doutes sur une participation roumaine à une armée avec l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui participera à côté... C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Mais qui commande? À partir du moment où nous n'avons pas une structure de commandement unique et une structure politique unique, il n'y a pas de chef des armées. Il n'y a pas de chef des armées. Donc moi je dis, on crée demain, on agglomère les 27 armées et même l'armée ukrainienne. Donc ils sont partis, on est 1 million et demi d'hommes. Je dis, qui commande? Quelles sont les structures de commandement? D'où ça part? Et qui commande? Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais juste signaler qu'à 23h10, il y a une trahison sur ce plateau. J'avais dit à Anne qu'elle ne devait plus jamais utiliser... Non, mais ça, c'est interdit de montrer ça. Vous l'avez fait, c'est interdit. Interdit de montrer ça, Guillaume. C'est notre petite cuisine à nous. Et je dois dire, je ne manque pas de feuilles puisque vous m'en avez offert. Absolument. Donc, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que parfois, je suis tellement impatiente, je veux aller vite, j'ai une idée, et je la note sur une feuille. Bref. Vous savez tout. En tout cas, le débat est lancé, nous en reparlerons. Et l'un dit armée européenne, l'autre dit pas d'Européens à la table. Et là, de qui je parle? Je parle de Keith Kellogg, l'envoyé spécial du président Trump pour l'Ukraine. Souvenez-vous, on nous a parlé effectivement, ce sont des effets de manche, on nous a parlé du fait que cette guerre serait réglée en 24 heures, ensuite on a parlé de 100 jours, aujourd'hui l'envoyé spécial du président Trump, dont hier on ne parlait plus du tout, et aujourd'hui qui a pris la parole à Munich, il parle aujourd'hui de 180 jours. Alors 180 jours, c'est 6 mois. 6 mois pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Que dit-il exactement? Je vais vous le lire sur une autre feuille, Guillaume. À ne pas réutiliser demain. Voilà, exactement. Demain, voilà, c'est ça. Que dit-il? Je me donne publiquement 180 jours pour dialoguer avec toutes les parties. Je suis ici pour recueillir des informations importantes. Je suis diplomate. On a presque l'impression que M. Kellogg se justifie d'être diplomate. Sous-entendu, d'autres ne le sont pas. Suivez mon regard. Bon, c'est-à-dire, par exemple, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, qui va avoir Poutine à Moscou. Eh bien, lui, il n'est pas diplomate. Bon, je termine la citation. Des Ukrainiens et des Russes seront présents à la table des négociations. Des Américains seront là en tant que médiateurs. Alors là, pardon. Les bras m'en tombent. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on a eu ces éclaircissements à Munich. On a 2 voies de négociation dans le monde vu selon Donald Trump et explicité aujourd'hui par M. Kellogg. Il y a les alliés américano-ukrainiens. Et donc là, en charge des négociations, ce serait lui, M. Kellogg, qui dirigerait les négociations. Et puis, il y a les alliés américano-russes. Et là,
qui serait en charge des négociations, de diriger les négociations? Eh bien, ça serait Monsieur Witkoff, qui est justement ce personnage dont nous avons beaucoup parlé hier et dont nous reparlerons beaucoup à l'avenir, qui est un ami de golf de Donald Trump. C'est bien cela, Aurélien Duchesne, et qui avait utilisé son avion privé pour aller à Moscou. Libérer un otage. Libérer un otage, c'était donc mardi, cette semaine, juste avant, oui, un prisonnier, juste avant le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, le problème, c'est que la diplomatie de Trump est effectivement très personnalisée. Par exemple, son ambassadeur en France, c'est quand même la famille Kouchner, c'est-à-dire de son gendre, pour rappeler à peu près le mode de fonctionnement trumpien. Et effectivement, le problème, c'est que l'entourage proche de Trump, ceux qui sont réputés avoir une influence de politique étrangère, en général, avaient par exemple pris le parti de la Russie contre les services secrets américains s'agissant de l'ingérence prouvée des Russes dans la présidentielle américaine. Donc quand vous regardez qu'il y a des personnes comme Witkoff autour de Trump, ça nous renseigne sur pourquoi est-ce que Trump, en une semaine, a autant cédé à Poutine. Et dernière chose, c'est qu'effectivement, si les Européens ne sont pas à la table des négociations, ça veut dire qu'on est au menu des négociations. Et effectivement, on a l'impression qu'il... Non mais attendez, vous avez raison, Aurélien Duchesne, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y a pas d'Européens à la table des négociations. C'est-à-dire, c'est l'inverse, mais c'est l'inverse de ce que dit le président Volodymyr Zelensky, qui lui dit il y aura des Européens à la table des négociations. Donc moi, je ne sais plus qui croire. Nous entrons dans une période mouvementée. Mon tablier. Dans les jours et semaines à venir, la machine de propagande ukrainienne qui alimente les récits occidentaux va commencer à s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'elle a été privée de financement. Jusqu'à présent, elle recevait tout son argent des États-Unis. Mais ces fonds ont été gelés à cause d'un ordre de Trump. Résultat, la propagande va se désagréger. Son rôle était simple, façonner l'opinion publique américaine pour justifier l'envoi de milliards de dollars à l'Ukraine au détriment des besoins réels du peuple américain. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ceux qui refusent d'y croire, tant pis. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que dans un mois, la carte sera différente et tous les changements seront en faveur de la Russie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un nouveau chapitre dramatique de la crise ukrainienne. Un chapitre qui ressemble à un pari désespéré du gouvernement Zelensky. Mais avant de commencer, souvenons-nous des paroles de Scott Ritter, ancien officier du renseignement du corps des marines et inspecteur des Nations Unies. Depuis des mois, il nous alerte. La situation en Ukraine est intenable, et cette nouvelle décision de Kiev ne fait que le confirmer. Alors, quelle est la grande nouvelle ? Le président Zelensky vient d'annoncer une nouvelle proposition pour recruter des jeunes Ukrainiens dans l'armée. Une offre audacieuse et très tentante. Elle promet une admission automatique à l'université sans examen d'entrée, ainsi qu'une prime de 24 000 $ pour une seule année de service militaire. Plutôt alléchant, non ? Eh bien, pas si vite. Il y a une petite condition qui change tout. Vous devez survivre 1 an entier dans les tranchées. Et pas n'importe lesquelles. Des tranchées pilonnées jour et nuit par les drones russes, les bombardements d'artillerie et les terrifiantes bombes FAB capables de rayer une position entière de la carte. Sur le papier, l'offre semble en or pour les jeunes de 18 à 25 ans. Un avenir assuré, une belle somme d'argent. Mais la vraie question est, combien survivront assez longtemps pour en profiter ? Prenons un instant pour réfléchir. Imaginez un jeune Ukrainien, tout juste 18 ans. Il signe ce qui semble être une opportunité unique. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans une tranchée glaciale près de Bakhmut. Autour de lui, le sol tremble sous les explosions. Les obus pleuvent. Il écoute, tétanisé, le sifflement des drones kamikazes russes qui fondent sur sa position. Son commandant lui crie de tenir la ligne, promettant que des renforts arrivent. Mais ils ne viendront jamais. La survie, elle n'est pas juste difficile, elle est presque impossible. Même Zelensky l'a reconnu récemment. Les pertes ukrainiennes sont colossales. Et derrière ces chiffres, il y a des hommes, des jeunes, envoyés au front avec des promesses vides, celles d'un avenir qu'ils ne verront jamais. Alors, pourquoi le gouvernement en arrive-t-il à de telles extrémités ? La réponse est simple. Quand votre population s'effondre et que vos victoires proclamées ne repoussent pas vraiment l'ennemi, il ne reste qu'une seule option, l'improvisation. Et c'est exactement ce que fait Kiev. Mais il ne s'agit plus seulement de nécessité militaire. Il s'agit aussi de gestion de l'image, de sauver les apparences, et surtout de maintenir l'aide financière occidentale à flot. Comme Scott Ritter l'a dit à plusieurs reprises, quand un gouvernement commence à enrôler des adolescents, c'est qu'il n'a plus d'autre choix. L'Ukraine ne se bat plus pour la victoire, elle se bat pour sa survie. Et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés.
Pourtant, Kiev continue de marteler le même discours. Tout est sous contrôle, les pertes sont minimes, les Russes sont en déroute, la victoire est inévitable. Si c'est vrai, alors pourquoi recruter des jeunes de 18 ans? Pourquoi offrir 24 000 $ pour un an de service? Pourquoi de telles incitations extrêmes? Quelque chose ne colle pas. Regardons les chiffres. Officiellement, l'Ukraine compte 40 millions d'habitants. Mais des estimations indépendantes avancent un tout autre chiffre, 25 millions à peine. Alors, où sont passés les 15 millions manquants? Ce n'est pas juste une erreur d'arrondi, c'est un pays entier qui manque à l'appel. Si la population réelle de l'Ukraine est de 25 millions d'habitants et qu'elle a déjà perdu des dizaines de milliers de soldats au combat, où peut-elle bien trouver des remplaçants? Et voici le point crucial. Si les pertes ukrainiennes sont vraiment aussi faibles qu'ils le prétendent, pourquoi ciblent-ils désormais les adolescents? Pourquoi ne pas continuer à recruter des soldats plus âgés et expérimentés? Je vais te dire pourquoi. Ils n'ont plus d'option. Ce que nous voyons ici, c'est une tentative désespérée de dernière minute, une course effrénée pour combler les rangs avant que la situation ne devienne totalement ingérable. Réfléchis-y un instant. Il y a un an, ce même gouvernement a abaissé l'âge de la conscription à 25 ans. À l'époque, c'était présenté comme une mesure exceptionnelle, temporaire. Mais nous y revoilà. Sauf que cette fois, ce sont des jeunes de 18 ans qui sont envoyés au front. Si cela ne déclenche pas une alarme, je ne sais pas ce qu'il fera. Car ce n'est plus seulement une question de défense nationale. C'est une question d'image. Une tentative de prouver au monde que l'Ukraine dispose encore de la main-d'œuvre nécessaire pour se battre. Mais combien de ces nouvelles recrues survivront réellement à leur premier déploiement? N'oublions pas non plus la pression exercée par les alliés occidentaux. Les États-Unis ont été clairs. L'Ukraine doit continuer à frapper fort les forces russes si elle veut maintenir l'aide militaire et financière. Plus l'Ukraine remplace rapidement ses pertes, mieux cela paraît à Washington. Mais voici la vérité dérangeante pour ces jeunes hommes pris au piège de ce système. Leur survie est loin d'être garantie. Certes, on leur promet 24 000 $ à la fin de leur service. Mais soyons honnêtes, la plupart ne reviendront pas vivants. Alors quelle est la prochaine étape? Une mobilisation générale? Un service militaire obligatoire pour tous. À ce stade, plus rien n'est exclu. Et plus la guerre s'éternise, plus les mesures deviendront extrêmes. Dans l'Est ukrainien, ceux qui résistent face à l'avancée des troupes russes accueillent avec difficulté le coup de pression récent de l'allié américain, alors que le pays s'apprête à entamer sa 4e année de guerre le 24 février prochain. Le président Donald Trump fait craindre que les États-Unis abandonnent l'Ukraine dans son combat. Les conséquences seront catastrophiques. Nous continuerons à perdre. Nous payons aujourd'hui un lourd tribut, et il sera encore plus élevé. Regardons maintenant ce qui se cache réellement derrière cette stratégie. À première vue, cette politique semble être un effort légitime pour renforcer les forces de défense ukrainiennes. Mais en y regardant de plus près, on découvre une toute autre réalité. Et si ce n'était pas une tentative d'offrir un avenir aux jeunes Ukrainiens, mais plutôt un moyen cynique de réduire les coûts et d'éviter des engagements à long terme? Pense-y. Le gouvernement promet 24 000 $ et des études universitaires gratuites. Une offre trop belle pour être vraie. À une condition, survivre 1 an au front. Mais vu la situation actuelle, combien de ces jeunes soldats reviendront vivants pour réclamer leur dû? Très peu. Et c'est là que le véritable plan se dévoile. Imagine la scène. Un jeune de 18 ans à peine sorti du lycée, séduit par l'idée d'un salaire stable et d'un avenir assuré. Il s'engage, mais en quelques jours, il se retrouve projeté sur la ligne de front, avec un entraînement minimal. Autour de lui, des drones russes, des bombardements incessants, un froid glacial. La survie devient une lutte quotidienne. Et voici l'élément clé. S'il ne survit pas, l'État n'aura rien à lui verser. Pas de 24 000 $, pas d'études gratuites. Rien. C'est une stratégie parfaite pour le gouvernement. Chaque recrue qui ne revient pas permet d'économiser des milliers de dollars. Un véritable schéma pyramidal où seuls ceux au sommet en tirent des bénéfices, tandis que ceux qui prennent tous les risques sont sacrifiés. Et après la guerre, si l'entourage de Zelensky s'exile à l'étranger, qui sera là pour s'assurer que ses promesses seront tenues? Personne. Comme dans tout système pyramidal qui s'effondre, ceux qui restent se retrouvent avec des promesses brisées. Ce n'est pas une théorie farfelue. L'histoire regorge d'exemples de gouvernements qui ont fait miroiter des récompenses à leurs soldats avant de les trahir une fois le conflit terminé.
Alors, que se passe-t-il vraiment ici? S'agit-il de défendre la nation ou simplement de gagner du temps pendant que le gouvernement cherche une porte de sortie? Car au final, ce sont ces jeunes recrues qui paient le prix le plus élevé. Changement de sujet. AO-India 2025. Une confrontation historique. Passons maintenant à un tout autre sujet. AO-India 2025. Un événement historique s'y est déroulé pour la première fois. Le Su-57 russe et le F-35 américain se sont retrouvés face à face sur une même piste. Mais voici la grande question. Pourquoi le F-35 n'a-t-il pas participé aux démonstrations acrobatiques? Le Su-57 a offert un spectacle époustouflant, enchaînant des manœuvres défiant les lois de la physique. Et le F-35? Il s'est contenté d'un simple passage en vol, sans fioritures, sans prouesse technique. Selon des sources russes, les Américains ont refusé la confrontation, ne voulant pas prendre le risque d'un face-à-face direct. Et honnêtement, peut-on les blâmer? Le F-35 est présenté comme le chasseur le plus avancé au monde, mais même certains pilotes américains ont critiqué son manque d'agilité. En 2019, un pilote de l'US Air Force a admis qu'il avait du mal à surpasser un simple F-16 lors d'un combat rapproché. Il y a un autre problème. Chaque fois que le F-35 dépasse Mach 1,2, son revêtement furtif commence à se détériorer. Oui, l'élément qui le rend invisible au radar se décolle s'il vole trop vite. Pas exactement la technologie de pointe attendue, n'est-ce pas? De son côté, le Su-57 est conçu pour la vitesse et l'agilité. Il peut voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, ce que le F-35 est incapable de faire. Sa vitesse maximale, Mach 2. Son autonomie, plus de 3500 km. Bien sûr, le F-35 domine toujours le marché mondial, mais grâce à quoi? Aux pressions politiques américaines et aux alliances stratégiques. Si la compétition se jouait uniquement sur la performance et le prix, les résultats seraient bien différents. Là où India nous a montré une chose, dans le domaine des avions de chasse, la perception et la politique comptent autant que la performance. Car pendant que le F-35 reste la vitrine de la puissance aérienne occidentale, le Su-57, lui, continue de se faire une place sur la scène internationale. Sur l'échiquier mondial des ventes d'armement, chaque mouvement est stratégique. Les États-Unis imposent leur F-35 à coups de diplomatie agressive, tandis que la Russie, malgré les sanctions et la pression occidentale, persiste à promouvoir son Su-57. Alors, comment cette course aux armements va-t-elle évoluer? D'un côté, le F-35, vanté comme l'avenir du combat aérien, mais critiqué pour son coût exorbitant et sa maintenance complexe. De l'autre, le Su-57, une alternative plus abordable, dotée d'une excellente maniabilité et d'un rayon d'action supérieur. Les États-Unis n'hésitent pas à user de leur influence pour pousser leurs alliés à acheter le F-35, en leur promettant des technologies avancées et une intégration avec les forces de l'OTAN. Mais à quel prix? Le F-35 coûte plus de 100 millions de dollars par unité. Et ce n'est que le début. Son entretien est un cauchemar logistique et financier. Alors, au final, quelle option est réellement la meilleure? C'est une question que de nombreux pays devront bientôt trancher. Disons simplement que maintenir un F-35 opérationnel n'est pas donné. Il faut une petite armée de techniciens et un approvisionnement constant de pièces détachées, dont la plupart viennent avec une étiquette de prix assez salée. En revanche, le Su-57 propose une autre proposition de valeur. Il est moins cher à produire, plus simple à entretenir, et conçu pour des scénarios de combat réels. Sa configuration à double réacteur lui offre une puissance supérieure et une redondance, tandis que ses capacités avancées en matière d'avionique et de guerre électronique lui permettent de rivaliser avec les meilleurs de l'Occident. Mais voici où ça devient intéressant. Tandis que le F-35 a été vendu à des dizaines de pays, de l'Israël à la Corée du Sud, le Su-57 de la Russie peine encore à trouver ses premiers clients internationaux. Des rumeurs ont circulé concernant des acheteurs potentiels. L'Algérie, l'Iran, voire la Corée du Nord ont été évoqués comme des candidats possibles. Chacun de ces pays a ses raisons d'améliorer ses forces aériennes, et chacun pourrait bénéficier des capacités du Su-57. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de performance. La politique joue un rôle majeur dans ces décisions. Les États-Unis ont à plusieurs reprises fait pression sur leurs alliés pour éviter l'achat d'armements russes, utilisant tout, des menaces économiques aux incitations diplomatiques. Et dans de nombreux cas, cela a fonctionné. Des pays qui comptaient autrefois sur la technologie militaire russe se tournent désormais vers des alternatives occidentales. Mais soyons honnêtes, si ce n'était qu'une question de chiffres, de performance, de coûts et de capacité,
le Su-57 offrirait une vraie concurrence au F-35. Alors, quelle est la conclusion? La course mondiale aux armements ne concerne pas seulement les avions de chasse, mais aussi l'influence, les alliances et le contrôle. Et bien que les États-Unis aient l'avantage pour l'instant, la Russie ne se retire pas. Au final, cela pourrait dépendre de qui saura mieux jouer le long jeu. Je pense que certains ont encore l'espoir que nous ayons la paix, que nous trouvions une solution juste, que l'on continuera à défendre notre pays. Et bien sûr, c'est ça que nous voulons faire. Et ça, ce sont des choses qui nous aident à tenir. Mais pour ce qui est sur l'OTAN, l'administration, le gouvernement Biden et aujourd'hui le président Trump ont dit beaucoup de choses. Ils ont transmis beaucoup de messages par téléphone. Mon premier appel avec le président Biden, lors de cet appel, j'ai dit mais est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'OTAN? J'ai dit on verra. Et puis on a eu plus de réunions, on a abordé plus de questions. Mais honnêtement, les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN. Ils en ont parlé, mais ce n'était jamais une réalité pour eux. Ils ne nous veulent pas dans l'OTAN. C'est vrai. Il y a beaucoup de sénateurs, d'hommes politiques qui ont contribué à notre volonté de vouloir faire partie de l'OTAN, mais au niveau du chef d'État, du chef de gouvernement, il n'y a pas eu cette volonté-là. Je n'ai jamais eu de confirmation disant que nous serions membres de l'OTAN. Jamais. Donc ce n'est pas une question à poser au président M. Trump. C'est une politique qui existe, qui dit que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer cela. Puisqu'on voit aujourd'hui que l'OTAN en Europe est une organisation constituée de soldats forts, notamment en Ukraine. Nous ne faisons pas partie de l'OTAN, mais nous avons une armée forte qui peut renforcer l'OTAN partout. Et je pense que c'est dans notre intérêt à tous d'inclure l'Ukraine à l'OTAN. Cela va dans l'intérêt de l'Ukraine, mais de l'OTAN aussi. Et nous en avons parlé avec M. Biden, avec M. Trump. Et j'ai demandé à M. Trump, si ce n'est pas l'OTAN aujourd'hui, nous demanderons demain. Mais si on parle d'aujourd'hui, quelles sont les alternatives? Quelles sont les alternatives? Je ne sais pas. Si on n'a pas l'OTAN, alors on créera l'OTAN en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous augmenterons la taille de notre armée. Nous doublerons la taille de notre armée. Passons maintenant à l'Inde, ce géant militaire en pleine ascension qui pourrait faire pencher la balance dans cette compétition à fort enjeu. L'Inde a toujours été un acteur clé sur le marché mondial de l'armement, maintenant de solides liens avec la Russie et l'Occident. Mais avec l'AO India 2025 mettant en avant certains des avions de chasse les plus avancés au monde, la question est, quel choix fera l'Inde? N'oublions pas que l'Inde avait de grands projets avec la Russie pour le Su-57. Le programme conjoint d'avions de chasse de 5e génération, FGFA, visait à produire une version personnalisée du Su-57 pour l'armée de l'air indienne. Mais en 2018, l'Inde s'est retirée du projet, citant des retards et des préoccupations concernant le développement de l'avion. Ils ont alors concentré leurs efforts sur un projet national, le AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft. Mais voici le problème. Le AMCA est encore dans ses premières étapes de développement. Réaliste, il pourrait falloir encore une décennie avant que le premier chasseur furtif indigène de l'Inde soit prêt pour le combat.